Salut et bienvenue sur SAT en ML pour tous. En ce jour, je vous présente comment valider un modèle de régression linéaire. Après avoir présenté le contexte, ce sera les rappels sur les hypothèses d'un modèle de régression linéaire. Et par la suite, on montrera comment valider chaque hypothèse du modèle de régression linéaire et nous finirons par les notions de point affluent, point atypique, point levier et nous donnerons une conclusion, ce qu'il faut retenir. Sans toutefois tarder, on commence par le contexte. Le contexte, il est le suivant, c'est que le modèle, comment il est défini, le modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Autrement dit, le modèle, c'est une représentation plus ou moins fidèle de la réalité. Et c'est dans celui qui met en œuvre le modèle qui doit vérifier et s'assurer que le modèle qu'il a choisi est pertinent et acceptable. Surtout que dans les logiciels statistiques, dès que la syntaxe elle est correcte, le logiciel te fournit les estimations des coefficients. Et puis, toi, à toi, praticien, toi qui mets en œuvre le modèle, c'est à toi de vérifier que le modèle que tu as, il est pertinent, il est acceptable, il vérifie les conditions. Les conditions. Et pour un modèle de régression linéaire, cela revient à vérifier les hypothèses sous-jacentes, est-ce que les hypothèses sous-jacentes sont valides. Parce que lorsqu'on a les résultats du modèle de régression linéaire dans la sortie avec le summary, quand on connaît bien, ça ne nous procure pas directement des analyses sur la pertinence directe du modèle, ou du moins que les hypothèses sont vérifiées. Que les hypothèses soient vérifiées ou pas, les résultats seront là. Donc, c'est à nous qui mettons en œuvre les modèles, c'est à nous de nous rassurer que le modèle qu'on met en œuvre, que nous avons mis en œuvre, est pertinent, que les hypothèses sont vérifiées. Donc, pour la suite, on va commencer. Quelles sont les hypothèses de modèle de régression linéaire? C'est qu'on le connaît tous, mais c'est mieux de le rappeler pour mieux expliquer comment on fait pour les valider en pratique. Donc, les hypothèses, et avant de présenter les hypothèses de régression linéaire, j'ai tenu à présenter quelle est l'utilité de ces hypothèses, pourquoi on formule cette hypothèse. Déjà, l'hypothèse numéro 1, c'est la linéarité, c'est normal, c'est parce que le modèle, c'est un modèle de régression linéaire. Le deuxième, les autres propriétés sont les hypothèses sur les moments, donc moyenne et variance, les erreurs. Et ces hypothèses sur les moyennes et les erreurs permettent de calculer les moments, les estimateurs. Et puis la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse sur la loi des erreurs. Et cette hypothèse sur la loi des erreurs permet en général d'avoir les lois des estimateurs. Et cette hypothèse, c'est cette hypothèse qui nous permettra d'avoir des intervalles de confiance, d'avoir les régions de confiance et des prédictions, de faire des tests d'hypothèses. Donc, quelles sont les hypothèses de modèle de régression linéaire? L'hypothèse numéro 1, c'est que la forme de la relation linéaire, elle est linéaire. Donc, le lien entre la variable d'intérêt et les variables explicatives est un lien linéaire. Et l'hypothèse numéro 2, le reste des hypothèses portent sur les incertitudes. L'hypothèse numéro 2, c'est que la moyenne des erreurs est nulle. Ensuite, les erreurs doivent être décorrélées. Après, l'hypothèse d'homoscédasticité. Cette hypothèse d'homoscédasticité dit quoi? Que la variance des erreurs est constante. Et la dernière hypothèse, c'est l'erreur de normalité. Les erreurs sont normalement distribuées et de même loi. Dans les hypothèses 2, 3, 4, les hypothèses 2, 3, les hypothèses 2, 3, 4 et 5 sont équivalentes à dire que l'erreur sur une loi normale centrée et de variance sigma carré identité. Donc, si on veut résumer cette hypothèse en deux, l'hypothèse numéro 1, c'est que la forme de la relation linéaire, la forme de la relation elle est linéaire, c'est écrit de cette façon, avec bêta, le vecteur des paramètres, epsilon, l'erreur, et puis cette erreur suit une loi normale de moyenne 0 et de variance sigma carré identité. Donc, on peut résumer toutes ces 5 hypothèses en 2 hypothèses clés. Parce que cette hypothèse, si veut dire quoi? C'est que la moyenne des erreurs est nulle. Les erreurs sont décorrélées et indépendantes même. Les erreurs sont de variance constante et toutes les erreurs sont de loi normale centrée et de même variance. Donc, c'est ça les hypothèses de modèle de régression linéaire. Et en plus de ces hypothèses, lorsqu'on met en œuvre, lorsqu'on utilise l'estimateur de MCO, de moindre carré ordinaire, il y a une hypothèse supplémentaire que l'on ajoute souvent, c'est l'hypothèse standard. L'hypothèse standard, il est nécessaire en fait pour que l'estimateur par MCO existe et soit unique. Et il y a 3 formulations d'hypothèse standard. La première formulation, c'est quoi? C'est que la matrice X est de plein rang, c'est-à-dire min entre P plus 1 et N.
Autrement dit, ça veut dire quoi? X transposé X est inversible et il n'y a pas de problème de collinéarité. Donc, aucune variable n'est liée, n'a une dépendance linéaire avec les autres variables. Donc, les variables explicatives sont linéairement indépendantes entre eux. Et cette hypothèse X transposé X est inversible, rappelons-nous, l'estimateur de MCO s'écrit comment? Bêta égale à quoi? C'est X transposé X moins 1 XY. Donc, c'est ça l'estimateur par MCO. C'est comme ça qu'il est défini. Donc, on a besoin que la variable, cette matrice, soit inversible. Donc, c'est ça l'hypothèse standard. L'hypothèse standard, c'est une hypothèse qui est nécessaire pour que l'estimateur de moindre carré existe. Et les trois formulations, c'est que la matrice X est de plein rang, X transposé X est inversible, ou bien on n'a pas de problème de collinéarité. Problème de collinéarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune variable explicative qui n'est linéairement liée aux autres variables explicatives. Ne peut s'écrire comme sous forme de relation linéaire, comme combinaison linéaire des autres variables. C'est un peu ça la collinéarité. Et donc, on a déjà toutes les hypothèses. Les deux premières hypothèses, hypothèse de linéarité et la deuxième hypothèse, les résidus sont normalement distribués de moyenne nulle et de variance sigma carré. Et l'hypothèse standard. Donc, pour valider le modèle de régression linéaire, ça revient à se rassurer que ces hypothèses sont vérifiées. Et comment valider l'hypothèse standard? En pratique, qu'est-ce qu'on fera? L'hypothèse standard se vérifie en fait en pratique tout en se rassurant que les variables explicatives sont 2 à 2 linéairement indépendants. Et de ce fait, on peut fixer d'abord un seuil de corrélation de pi sans ne pas dépasser. Donc, avant de mettre en œuvre ton modèle de régression linéaire, pour toutes les variables explicatives, te dis par exemple, elles ne doivent déjà pas lier entre elles 2 à 2. Avec un seuil de corrélation, par exemple, de 0,8, c'est à toi de fixer. Ou bien, s'il y a les contraintes dans ton entreprise, oui, c'est donc souvent les contraintes, un seuil à ne pas dépasser. Et puis, lorsque ils sont déjà 2 à 2 linéairement indépendants, il faut aussi utiliser le VIF. Donc, quand tu as estimé le modèle estimé, tu utilises le VIF, facteur d'inflation de la variance. Et ce VIF, lui, est calculé pour toutes les variables explicatives. Et en général, une variable qui a un VIF supérieur à 10 est considérée problématique. D'autres diront 15, d'autres diront 5. Donc, ce VIF, c'est le VIF centré qui sort dans les outils statistiques. Donc, pour vérifier l'hypothèse standard, il faudra analyser le VIF, le facteur d'inflation de la variance. Et si le facteur d'inflation de la variance est supérieur à 10, alors c'est problématique, bien à 15 ou bien à 5, suivant les pratiques dans lesquelles tu te trouves. Et aussi, on peut ne pas regarder l'hypothèse standard et on peut se passer dans l'hypothèse standard en utilisant la régularisation. Il y a 3 types de régularisation qui sont souvent utilisés: la régularisation, la RAGE, l'ASSO et la SIGNET. Donc, et la SIGNET, c'est le regroupement entre RAGE et l'ASSO. Excusez-moi. Pour les autres hypothèses, comment valider l'hypothèse sur la linéarité? Comment se fait la validation de l'hypothèse sur la linéarité? C'est que avant de mettre en œuvre le modèle, je me dis que avant d'arriver à cette partie, il y a eu des analyses descriptives. Par exemple, la visualisation du nuage de poids de chaque variable explicative avec la variable d'intérêt. En analysant graphiquement le nuage de points de chaque variable explicative avec intérêt, ça permet de se rassurer que le lien qui existe entre la variable explicative et la variable d'intérêt est effectivement un lien linéaire. Ou bien, un autre lien peut sortir, un lien log, un lien racine carrée, et c'est à ce niveau qu'il faudra transformer la variable. Donc, quand on arrive ici, on a déjà fait toutes ces transformations. Donc, avant tout, on a fait les analyses descriptives, on s'est rassuré que chaque variable est liée linéairement à la variable dépendante. Et si le modèle linéaire est bien spécifié, alors les résidus doivent ressembler à une erreur aléatoire. Et même si jusque-là, on n'a pas bien identifié, on le remarquera ici là. Parce que si le modèle est bien spécifié, les résidus doivent ressembler à une erreur aléatoire. Ce qu'on fait, on vérifie souvent graphiquement les résidus versus les indices des observations. Donc, on va avoir une structure aléatoire du nuage de points, ou bien résidu versus valeur prédite, résidual versus fit value dans la sortie R.
Donc, pour vérifier la linéarité, avant tout, il faut faire des analyses descriptives, par exemple en calculant le coefficient de corrélation de Pearson et aussi en faisant les visualisations, donc le nuage de points, pour se rassurer qu'il n'y a pas, pour ne pas passer à côté d'une non-linéarité qui est évidente. Et puis après, lorsque le modèle est déjà estimé, on vérifie graphiquement le graphe résidu versus indice des observations. Le graphe résidu versus indice d'observation et résidu versus variable prédite. Donc, on ne veut pas avoir de structure particulière du nuage de points. Donc, c'est ce qu'on veut. Et puis, dans la suite, comment on va analyser les résidus pour les autres hypothèses. Donc, se rassurer que les résidus sont normalement distribués, de moyenne nulle, de variance constante et sont décorrélés. Donc, c'est ça qu'on vérifie dans la suite. Avant tout, il y a 3 types de résidus. Et on montre que la variance de epsilon i résidu est écrite de cette façon, sigma carré 1 moins HII. Pour un modèle de régression linéaire simple, HI c'est ici par exemple. Donc la variance des résidus s'écrit de cette façon. On a le résidu normalisé. Pour le résidu normalisé, on a juste divisé le résidu par l'écart type. Le résidu standardisé, ça, c'est en ajoutant une estimation, vu que sigma, en général, il est inconnu. Et puis, on a le résidu studentisé par validation croisée. Lui, il est écrit comme ça. On remplace le sigma chapeau I, ce sigma chapeau par sigma chapeau I. Sigma chapeau I, en fait, c'est l'estimation de la variance de l'erreur sur l'échantillon d'apprentissage privé de l'individu I, de l'observation I. Donc, c'est ça le résidu studentisé par validation croisée. Mais sinon, en général, ce qui est soit c'est le résidu standardisé. Ce résidu standardisé, en fait, c'est le résidu studentisé par validation croisée. Et comment valider l'hypothèse de normalité? L'hypothèse de normalité, comment il se fait? L'hypothèse de normalité se vérifie soit par analyse graphique des résidus, soit par test statistique, les deux en général. Dans l'analyse graphique des résidus, on va regarder le QQ-plot, on va se rassurer que les points soient alignés sur une droite. L'histogramme doit être similaire à celle d'une voie normale, donc sous forme de cette façon, sous forme de cloche. Et la boîte à moustache, symétrie par rapport à la médiane. Et les tests statistiques qu'on peut utiliser pour valider l'hypothèse de normalité, on a le test Shapiro-Wilk, le test Anderson-Darling, le test Kramer-Vormis, le test Komorov-Smirnov. Et tous ces tests ont pour hypothèse nulle l'hypothèse de normalité. Donc, si on a une p-value supérieure à 5% ou 10%, l'hypothèse de normalité peut être rejetée et ça nous arrange. Donc, donc pour valider l'hypothèse de normalité, analyse graphique des résidus, on va faire le QQ-plot, l'histogramme, boîte à moustache, ou bien les tests statistiques, on va faire le test Shapiro-Wilk, Anderson-Darwin, le Kramer-Von-Mises, test Kolmogorov-Smirnov. Et tous ces tests statistiques ont pour hypothèse nulle que les résidus suivent une loi normale. Et ainsi, si on a un p-value supérieur à 5%, 10%, l'hypothèse de normalité peut être rejetée et ça nous arrange. Donc, l'objectif dans les tests statistiques, c'est d'avoir un p-value qui est supérieur au seuil, 5%, 10%, 1%, en fonction de comment les équilibres ont été définis. On a également l'hypothèse de moyenne nulle. Les résidus doivent avoir une moyenne nulle. Comment ça se fait en pratique? En faisant un test student. Avec le test student, on va analyser on aura la p-value. Avec le test student, on a en sorti la p-value, l'intervalle de confiance et la moyenne. Dans la moyenne estimée doit être proche de 0, la p-value doit être suivie au seuil, 5%, 10%, et l'intervalle de confiance contient la valeur 0. P-value supérieure à ça parce que l'hypothèse d'un test student, c'est que la moyenne égale à 0. Donc, si c'est supérieur à 5%, on ne peut rejeter cette hypothèse. Donc, c'est bon, ça nous arrange. L'hypothèse suivante, c'est que les résidus sont supposés décorrélés. Comment se fait? Comment s'analyse se vérifie cette hypothèse en pratique? On va faire l'analyse des graphiques. Par analyse graphique, on va représenter résidus versus indice d'observation. On veut que la structure soit des points, soit du nuage de points, soit une structure aléatoire et stable. Donc, on ne veut pas avoir quelque chose qui est en forme, donc on ne doit pas avoir une forme particulière. Donc, on voit une structure aléatoire et stable. Et on vérifie également avec le test de Dorbin-Watson pour vérifier que l'autocorrélation des résidus est nulle. Donc, une p-value supérieure à 5%, 10% nous arrange et on peut rejeter cette hypothèse de nullité de l'autocorrélation. Et puis, la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse d'homocédasticité. L'hypothèse d'homocédasticité, en fait, ça se vérifie de façon graphique. On va analyser le résidu synthétisé versus valeur prédite. On aimerait également pas observer une structure aléatoire particulière et aussi la distribution aléatoire autour d'une droite horizontale. Donc, quand c'est comme ça, on conclut que
l'hypothèse d'homoscédasticité est vérifiée. Et sinon, si ces hypothèses de régression linéaire ne sont pas vérifiées, alors soit on va transformer les variables, soit on va changer le modèle, ou bien on va analyser les points leviers atypiques et influents. Qu'est-ce qu'un point levier? Qu'est-ce qu'un point atypique? Qu'est-ce qu'un point influent? C'est ce qu'on voit par la suite. Donc, c'est quoi un point influent? C'est quoi un point levier? C'est quoi un point atypique? Un point influent, c'est un point qui change significativement les estimations des coefficients lorsque l'observation est supprimée des données d'entraînement. C'est ça un point influent. Et une observation atypique est une observation dont la valeur prédite par le modèle est significativement différente de celle observée et son résidu silencié est supérieur à un seuil. Et ces points permettent de voir s'il faut ajouter des variables ou trouver un modèle alternatif. Un point levier est atypique au niveau des variables explicatives et son poids HI est supérieur à un certain seuil. Rappelons-nous HI qu'on a défini tout à l'heure. Donc, point influent, c'est un point qui change significativement l'estimation des coefficients lorsque l'observation est supprimée des données d'entraînement. Par exemple, pour un modèle régressionnel simple, un point influent, ça va changer complètement la direction de la droite estimée. Complètement. Une observation atypique, en fait, c'est une observation dont la valeur prédite par le modèle est significativement différente de celle observée. Par exemple, quand la moyenne, bon, là, c'est pas... Ouais. Donc, ce qu'on a estimé par le modèle est tellement différent de ce qu'on a observé. Donc, c'est une observation qui est atypique. Et les observations atypiques ne sont pas retirées du modèle parce que ça me permet en fait de voir s'il faut ajouter des variables ou bien s'il faut regarder un modèle alternatif. Et on me les retire si et seulement si on se rend compte que l'observation de YI n'est pas une valeur probable, que c'est une valeur trop extrême. Ce n'est que dans ce cas. Et puis, un point levier, à son tour, est un point atypique, mais au niveau des variables explicatives. C'est-à-dire, c'est un point dont il est différent des autres par ses caractéristiques. Donc, les valeurs qui sont observées pour les variables explicatives sont différentes des autres valeurs observées pour les autres observations. C'est un point levier. Donc, le point levier, lui, il est atypique au niveau des variables explicatives. Une observation atypique, c'est une observation dont la valeur prédite est significativement différente de celle observée. Et le point influent est un point qui change significativement l'estimation des coefficients lorsque l'observation est supprimée des données d'entraînement. Et pour identifier les points leviers atypiques influents, on va regarder la distance de Cook. Souvent dans les sorties, vous voyez, il y a un trait rouge là. Tous les points qui sont en dehors des seuils rouges là sont les points qui sont soit leviers ou atypiques ou influents. On va également essayer le test de Bonferroni pour se rassurer que le point qui est atypique et observé est influent. Le point levier qui est observé est influent. Le test de Bonferroni. Et que conclut, c'est que par définition, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Et il revient à celui qui le met en œuvre de se rassurer que le modèle qu'il propose est pertinent et acceptable. Et dans le cadre de la régression linéaire, valider le modèle choisi revient particulièrement à vérifier que les hypothèses sous-jacentes sont satisfaisantes. Et on analysera les analyses graphiques et les tests statistiques à cet effet. Et avant de conclure, il est important d'analyser l'existence des points influents. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, je suis Isabelle Lacmago, ingénieure data scientist et également ingénieure statisticien économiste. J'ai créé Stats en ML pour tous pour vulgariser et participer à la vulgarisation de la statistique et du machine learning dans le milieu francophone. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer et de liker. Au revoir.